bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de me recevoir, ça fait très plaisir. Ouvrir sa boîte mail pour recevoir ce genre de mail, ça fait toujours plaisir. Et surtout, ce qui fait extrêmement plaisir, c'est de parler en français pour la première fois dans mon propre pays. Ça, c'est extraordinaire quand même. Là, je suis contente, j'ai passé une autre étape de ma vie. Donc aujourd'hui, je vais un peu essayer de vous raconter l'histoire de l'informatique, mais à travers des portraits féminins. Et il y en a un paquet. Donc comme on vient de l'expliquer, en fait, moi, j'essaye de faire plusieurs petits chapitres pour éviter de vous bombarder trop de femmes d'un coup. Donc ici, je vais vous présenter le premier chapitre. Évidemment, je vous invite à aller voir le deuxième qui est disponible sur le site du FOSDEM, d'ailleurs. Donc pour très vite me présenter, je m'appelle Laura Durieux et qui est dev girl très originale sur les réseaux sociaux. Donc je suis full stack web développeuse, je suis principalement consultante et pour les hôpitaux pour le moment. J'ai gagné des médailles voilà, en 2020-2021 en Belgique, les WorldSkills. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Il y a des métiers, notamment réseau et web développement, c'est super intéressant et c'est des jeunes en fait qui font les compétitions. Et je suis également streameuse sur Twitch où je fais du code et de la tech de manière très chaotique. C'est toujours très très rigolo. Donc ici, on arrive sur le moment le plus technique de la conférence. Donc si vous voulez me retrouver, sur Twitch, c'est DevGirl avec un underscore. Sur Twitter, il y en a 2. Et sur un Instagram, il y en a 3. Voilà. J'ai fait mon max. Vous pouvez aussi également m'envoyer un mail ou scanner le QR code. J'ai également Mastodon, Blue Sky, tutti quanti. Donc, pour commencer, j'ai envie de vous raconter une petite histoire qui s'est passée quand j'étais en haute école. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de Français ici, mais c'est plus ou moins l'université. Et j'ai fait infographie, web design et développement. Et en première année, j'avais un cours d'histoire de l'art. Il était super chouette, le prof était super cool. Sauf qu'à la fin de l'année, je me rends compte qu'il a présenté que 2 femmes pendant toute l'année. Donc, je décide d'envoyer un mail à ce professeur en demandant pourquoi est-ce que vous présentez si peu de femmes durant votre cours. Il va me répondre de manière super gentille, super bienveillante, qu'en fait, il n'a pas assez de temps de cours pour ajouter d'autres personnes dans le syllabus. Et s'il doit en enlever, les élèves qui continueront dans l'art n'auraient pas les bases requises pour leur future carrière. Donc au début, j'accepte, je lui dis « Ok, il n'y a pas de souci, je comprends, merci pour l'explication. » Et en fait, quand on y pense, il y a un petit truc qui cloche derrière, mais on ne sait pas trop quoi. Et une fois qu'on comprend, alors moi, j'ai commencé à me poser des questions. Et j'avais envie d'en partager 2 avec vous aujourd'hui, qui est pourquoi est-ce que les femmes ne sont pas considérées comme des bases requises, qu'est-ce qu'elles ont de moins que les hommes. Et la deuxième, c'est qui est la personne ou le groupe de personnes qui décide en quoi quelqu'un est légitime d'être dans un syllabus. Bon, ne soyez pas déçus, je ne vais pas répondre à cette question parce que je n'ai pas les connaissances suffisantes, mais je trouve que c'est toujours des questions qui sont intéressantes de se poser entre nous. Prenez votre voisin de droite, je sais pas, discutez de ça avec lui ou de gauche. Et je trouve que ça peut toujours faire des discussions intéressantes de toujours se remettre en question, évidemment, par rapport à ce qui se passe autour de nous. Alors ce problème, il est présent dans la majorité des domaines, même si aujourd'hui, évidemment, on va se concentrer sur l'informatique, la raison pour laquelle vous êtes tous ici, évidemment. Alors, avant de commencer, j'aime bien demander, est-ce que vous connaissez des noms de femmes dans l'histoire de l'informatique ? Vous pouvez y aller, hein. Oui, vous pouvez, qui? Allez-y. Je ne connais pas. Génial. Mais non, mais c'est trop bien, parce que moi, je ne les connais pas toutes, donc oui. Pardon? Eddie Lamar, oui, tout à fait. Ada Lovelace, merci. Grace Hopper, effectivement. Quelqu'un d'autre? Non? Margaret Hamilton, tout à fait. Ok, super, super. Vous avez déjà la majorité des femmes que je vais présenter aujourd'hui, mais ça fait toujours du bien d'avoir un peu plus de détails, évidemment. Et pour commencer, on a besoin de remonter dans le temps, et on va commencer au siècle des Lumières. Mais qu'est-ce qu'elle nous veut avec le siècle des Lumières, cette meuf? C'est que avant les ordinateurs, les machines, il faut savoir que en anglais, ça fait plus de sens. On appelle ça un computer. Avant, calculateur, c'était un humain. C'était un métier, en fait. Et particulièrement dans le domaine de l'astronomie, où les calculateurs humains devaient faire des calculs longs et compliqués. Et souvent, ils étaient répartis en groupes pour pouvoir effectuer des tâches en parallèle. Ce que je trouve extraordinaire parce que c'est toujours quelque chose qu'on recherche aujourd'hui dans la programmation, dans nos ordinateurs, à ce qu'on sache exécuter le plus de tâches possibles en parallèle. C'était déjà une question qu'on se posait à ce moment-là au niveau du calcul.
Et malgré le fait que ce métier était évidemment dominé par les hommes, la première femme à faire parler d'elle dans l'histoire de l'informatique, c'est Nicole Reine Lepaute, qui était une des plus grandes astronomes du siècle des Lumières et qui est française. Félicitations la France. Et elle est extrêmement connue parce qu'avec 2 autres personnes, elle va calculer la date de retour de la comète de Halley. Vraiment, ça fait 2 ans que je donne cette conférence, je ne sais toujours pas dire le nom. Donc, ils ont calculé la date de retour pour le 13 avril 1759, quasi exact, parce qu'elle va revenir en fait le 13 mars 1759. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a une marge, il y a 1 mois d'erreur. 1 mois. Et ils étaient avec des papiers et des crayons, quoi. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, la petite anecdote, je pense que ça a permis d'installer le théorème de Newton, je ne sais pas si c'est un théorème, mais la loi de Newton, d'ailleurs, ils ont permis de vraiment l'affirmer à ce moment-là, grâce à leurs calculs. On a également Maria Mitchell, qui a fait beaucoup parler d'elle, pour avoir découvert la première comète télescopique, ça veut dire invisible à l'œil nu. Et pour ça, elle va recevoir une médaille d'or, et maintenant la comète porte son nom également. Alors, on avance petit à petit, vous allez voir, on fait des énormes bonds dans le temps, c'est toujours, faut bien s'accrocher. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, il y avait pas mal de barrières et de contradictions quant aux femmes dans les domaines scientifiques. C'est-à-dire, elles avaient accès à l'université, elles pouvaient être diplômées, mais elles devaient démissionner au moment où elles étaient mariées. Alors, on est au XIXe siècle, sans vouloir vous dire qu'une femme qui n'est pas mariée à ce moment-là, elle n'existe pas. Voilà. Donc, tu peux, mais je te le reprends après. Voilà. Malgré tout, on reste au XIXe siècle et ça ne va pas empêcher une certaine femme d'entrer dans l'histoire et de faire démarrer le domaine où l'on est aujourd'hui tous et toutes. Et j'espère que vous connaissez son nom, parce que sinon, là, ça devient un peu compliqué. Nous sommes en 1840 et on a Ada Lovelace, évidemment, qui rentre en scène. On appelle Ada Lovelace, on la considère comme étant la première programmeuse. Alors, je suis d'accord, mais je ne suis pas tout à fait d'accord non plus. Et pour ça, j'ai besoin de vous expliquer un peu l'histoire autour. Alors, ce petit monsieur, c'est Charles Babbage. Charles Babbage, il a inventé la machine différentielle et la machine analytique, qui sont considérées comme les premières machines qui s'allient le plus à l'ordinateur. Bon, même si, voilà, c'est pas trop un ordinateur, mais bref, c'est ça qui va démarrer l'histoire, en tout cas. Et petite anecdote avant de continuer, il faut savoir... Ah oui, j'ai une petite question, j'essaye de voir si ça vous fait pas penser à une autre machine. Donc la machine analytique date de 1840 et il y a une autre machine en 1804. Exact, la machine de Jacquard. Il faut savoir en fait que Babbage était ultra fan, c'était un fanboy de Joseph Jacquard et de la machine. Il faut savoir qu'il faisait plein de dingueries avec cette machine. Et c'est notamment sur base de cette machine qu'il va créer la machine analytique, d'où les cartes à trous. Et notamment, on peut peut-être deviner l'origine de certains mots dans la programmation qui viendraient du coup du domaine de la couture. Donc, notre cher Babbage, un génie en 1840, le mec il nous invente une machine pour calculer à la place des humains, sauf qu'en fait, il était un peu brouillon. Parfois, il avait du mal un peu à prendre de la distance avec sa machine. Il n'arrivait pas à trouver vraiment un domaine un peu plus général pour sa machine. Il était vraiment très focus dessus. Jusqu'à l'arrivée en fait de notre chère Ada Lovelace. C'est Ada en fait, en reprenant les notes qui ont été faites par un mathématicien italien, qui va vraiment poser une base et un concept autour de cette machine bien plus large que calculer à la place de l'humain. Pourquoi? Parce que elle va écrire des algorithmes. Elle va écrire des algorithmes très spéciaux, pas les tout premiers évidemment, mais voici à quoi ressemblaient les algorithmes avant Ada. C'était des algorithmes en ligne droite, c'était linéaire, c'était séquentiel. Et voici ce que peut ressembler un algorithme aujourd'hui grâce à Ada. C'est elle qui va introduire les premiers concepts de boucle et de fonction, même si je vous mets une condition ici. M'en voulez pas, je l'ai remarqué juste à la fin. Donc, c'est notamment grâce à elle qu'on peut commencer à faire des vrais programmes qui ont du sens, avec lesquels on peut faire des choix et on peut interagir. Donc personnellement, c'est très personnel mais j'aime bien le dire, je la considère plus comme étant la mère de l'informatique qui a posé la graine qu'il fallait pour démarrer ce domaine qui est que j'adore tant.
D'ailleurs, pardon, je vais un peu trop vite. D'ailleurs, il faut savoir également que la machine analytique, qui était beaucoup trop novatrice pour son temps et pour manque de financement, va être oubliée dans un grenier à Harvard avant d'être redécouverte en 1937 pour inspirer le Mark I, le premier ordinateur électromécanique. J'ai trop l'habitude de la donner en anglais. Mais allons doucement, on va voir ça plus tard. On est toujours à la fin du 19e siècle. Et on a Edward Charles Pickering, qui est le fondateur d'un groupe de femmes appelé les Harvard Computers. Et ces femmes, elles vont classer plus de 10 000 étoiles. Il y a notamment une femme qui va briller particulièrement, c'est Annie Jump Cannon. Alors, Annie Jump Cannon, elle a notamment créé une méthode de classification, un schéma de classification qui est d'ailleurs à la base de celui qui est toujours utilisé aujourd'hui. Et la petite anecdote, c'est qu'entre 1911 et 1915, madame va classifier 5000 étoiles par mois, c'est-à-dire plus ou moins 3 étoiles par minute. Je ne sais pas ce que vous savez faire en 3 minutes. J'aime bien faire ma blague de je suis belge, donc je bois une bière, mais vu que je suis en Belgique, voilà, ça fonctionne à moitié, mais voilà, c'est toujours... moi, je trouve ça toujours bluffant de se dire de pouvoir classer 3 étoiles par minute, quoi. On avance, on continue. Maintenant, on est au XXe siècle et on refait un petit topo. Maintenant, on est plus ou moins entre les années 40 et les années 70. Et il faut savoir que les femmes étaient largement engagées en tant que développeuses, en tant que plus opératrices, pour plusieurs raisons. La première raison, c'était que l'informatique, à ce moment-là, c'est un domaine émergent. Donc, ça va vraiment redémarrer à partir de 1937, comme je vous ai dit juste avant avec le Mark I. Donc, il n'y avait pas d'études, il n'y avait pas de diplôme. Quand vous deviez aller, pour vous faire embaucher, le test, c'était un test de logique. On en est bien loin maintenant, hein, c'est complètement autre chose aujourd'hui de se faire recruter dans une boîte dans l'informatique. Donc c'était plus ou moins, on va dire, plus ou moins abordable d'aller dans ce domaine. Il faut également savoir que toujours un peu bloquées, hein, elles pouvaient toujours avoir des diplômes dans les domaines scientifiques, mais elles se retrouvaient très vite bloquées dans leur carrière ou alors elles ne trouvaient pas de job. Donc beaucoup de femmes ont décidé de se tourner vers l'IT. Et la troisième raison, c'était le fait, c'était un manque de main-d'œuvre et que les femmes coûtaient souvent moins cher qu'un ouvrier. Alors, on continue, on est durant la Seconde Guerre mondiale et on a Grace Hopper, une femme de 36 ans, professeure de mathématiques au Vassar College, qui décide, elle veut servir son pays. C'est le mindset américain, c'est je veux aider mon pays. Et donc elle décide de tout plaquer, elle lâche son métier et elle s'en va au Navy, aux US. Alors c'est très drôle hein, parce que quand elle raconte ça, elle explique vraiment le fait que c'était plein de jeunes mecs et ils la regardaient tous un peu, parce qu'à ce moment-là, 36 ans, c'était un peu vieux. Et donc ils se disaient, c'est quoi cette vieille meuf là au Navy, qu'est-ce qu'elle fout là enfin, bref, elle était très fière de ce qu'elle faisait et c'était assez impressionnant. Et bizarrement, les Navy vont décider en fait de l'envoyer à Harvard. Et ils vont l'envoyer à Harvard pour notamment devenir la 3e programmeuse du fameux Mark I. Donc voici le Mark I, c'est-à-dire un ordinateur qui prend 3 fois votre maison et qui a été inventé par Howard Aiken. Donc comme je vous ai dit, ce petit monsieur a découvert en fait la machine analytique dans un grenier de Harvard et l'a inspiré pour créer cette machine. Donc c'est, comme je le répète, hein, c'est le premier ordinateur électromécanique et qui servait à faire des calculs balistiques. Donc c'était vraiment, on était en plein dans la guerre. Et c'est donc Grace qui va avoir l'honneur, ou plutôt le lourd fardeau, de développer et d'écrire le manuel d'utilisation du Mark I qui faisait plus ou moins 521 pages. Voilà. Et on est très content pour elle, évidemment, parce qu'elle a quand même pu aider, elle a quand même pu participer à l'effort de guerre en résolvant des calculs top secrets grâce au Mark I. Félicitations, Grace. Maintenant, nous sommes en 1945 et cette année marque c'est une énorme avancée dans le milieu de l'informatique avec l'ENIAC. Est-ce que vous voyez tous plus ou moins ce qu'est l'ENIAC? Ouais. C'est le premier ordinateur 100% électronique.
Donc on n'a plus de électromécanique, machin bidule chouette. C'est le premier ordinateur électronique. Donc ENIAC, c'est pour Electronic Numerical Integrator and Computer. Et son but, c'était d'aider, donc on revient avec le terme calculateur, c'était d'aider les calculateurs et surtout les calculatrices à accélérer leur travail. Alors, même s'il allait plus vite que les calculatrices, ben, il avait toujours besoin d'une intervention humaine. Et ces personnes, on les appelait les opérateurs. Et donc ces opérateurs sont les ancêtres, sont nos ancêtres, en fait, finalement, des programmeurs d'aujourd'hui. Mais il faut savoir que le métier d'opérateur était quasiment exclusivement exécuté par des femmes. Et notamment par ces... Ah oui, je voulais vous présenter l'ordinateur. Je ne sais pas si vous voyez bien, il est beau, hein. Vous aimez bien ou pas? Oui, on y reviendra juste après, vous allez voir. Oui, du coup, pardon, j'ai oublié une petite partie. Oui, du coup, les opérateurs, comment ils faisaient? Ben, du coup, pour entrer les questions dans l'ordinateur, parce qu'au départ, c'était vraiment plus entrer des calculs, entrer des questions, c'était via les câbles et les switches. Je suis quand même contente d'être née plus tard que ça. Voici les 6 femmes qui ont été responsables de programmer l'ENIAC. Donc on a Kathleen Antonelli, Marlene Meltzer, Betty Jennings, Frances Pence, Betty Alberton et Ruth Teitelbaum. Elles sont d'ailleurs, par extension, les 6 premières opératrices de l'histoire. Et donc, comme je vous ai dit, ce métier, il était quasiment exclusivement féminin. Parce que, en fait, c'était le métier du hardware qui était réservé aux hommes. Le hardware, software. Sauf que la ligne entre ces deux métiers, elle est super floue. Enfin, excusez-moi, mais si je dois commencer à chipoter à des câbles et à des switches, à partir de quel moment tu peux me dire où est la limite entre le hardware et le software? Sachant que les femmes avaient besoin de petites connaissances ou des connaissances approfondies pour pouvoir programmer avec ça. Et donc c'est là où on voit une grosse différence entre la description du job de ces femmes et ce qu'elles ont réellement accompli. Et notamment, j'ai 3 petites anecdotes à propos d'elles, c'est qu'elles ont toutes un diplôme en mathématiques en commun et elles étaient responsables notamment d'installer et d'assembler l'ENIAC hardware. Voilà. Et oui, très fun, ancêtre du débugger. Ancêtre du débugger, voilà. Maintenant, on revient, parce que je reviendrai souvent sur cette photo, hein. Voilà, vous avez un problème, trouvez-le moi. Voilà, maintenant vous avez un bug. Oui. Voilà. Le point virgule, ouais, il est où le point virgule? Voilà. Ligne 4000, il n'y a pas de ligne, alors on est où? Voilà. Donc ce qui est assez extraordinaire, c'est que ces 6 femmes, elles ont décidé de créer une manière de se coordonner pour débugger en fait cette machine, pour trouver d'où viennent les erreurs et si par exemple c'était aussi peut-être un moustique dans un des câbles, quoi. Donc nous devons cet outil si précieux qu'on utilise tous les jours, qu'on appelle le débugger. Merci les filles. Nous sommes... Alors, il faut savoir qu'en 1942, il y a une invention extraordinaire qui va avoir lieu, mais de manière un peu hasardeuse, si je puis dire. Donc, et pour ça, j'ai besoin de vous présenter Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, c'est qui? En fait, c'est une star de cinéma. La meuf, elle vient d'Hollywood, enfin, elle a fait des films à Hollywood et tout, elle est super connue. Elle est d'ailleurs très connue pour avoir tourné la première scène nue et d'orgasme dans un film non pornographique et qui a été sur grand écran. Et aussi, mini rumeur, vous allez me dire si vous trouvez aussi, ce sont des rumeurs, je n'ai pas de... On ouït dire que ce serait le visage de Blanche-Neige. Je ne sais pas si vous voyez la ressemblance, moi je trouve qu'elle est frappante, mais voilà, je précise, j'appuie sur rumeur. Mais il faut savoir que cette petite dame, malheureusement, elle était dans un mariage qui se passait pas très bien. Donc elle va décider de fuir l'Autriche et de se retrouver aux États-Unis, où elle va croiser un pianiste, aussi star pianiste, et après ce qu'ils ont créé, enfin bref, c'est impressionnant, qui s'appelle George Antheil. Et ensemble, mais il faut savoir qu'ils avaient une passion pour la guerre, bon, okay, et pour la technologie. Et ils vont créer un système de communication secret pour lancer des torpilles radioguidées. C'est très précis, c'est très précis. Ça s'appelle le saut de fréquence par spectre.
Je suis désolée, je mélange tous les mots, donc en général, il est juste ici. J'ai juste vérifié, hein. L'étalement de spectre par saut de fréquence, j'ai bien fait de le faire. Et en anglais, c'est le FHSS. Et ils vont breveter en fait cette technologie en 1942. Et alors qu'on pourrait croire qu'elle a été oubliée, ben pas du tout. En fait, c'est la technologie qui est utilisée et qui est derrière notre Wi-Fi et le Bluetooth. Voilà. Tout ça pour des torpilles, quoi. C'est extraordinaire. Enfin, je trouve ça génial. Et surtout, parce que ça, c'est quelque chose, vu qu'on voit ça beaucoup aujourd'hui, c'est les reconversions de carrière. Je trouve que, en parlant de reconversion de carrière, là, on atteint des nouveaux sommets. Tu passes de superstar à la meuf qui a permis le Wi-Fi. Je trouve ça assez dingue. Nous sommes maintenant dans les années 50 et une nouvelle manière de penser le code va émerger. Alors, il faut savoir que c'est en fait à ce moment-là qu'on a commencé à avoir des contraintes avec le hardware. Pour nous, aujourd'hui, c'est normal. On doit optimiser toujours. On doit toujours optimiser notre code, essayer qu'il soit le plus efficace possible niveau performance. Mais avant, ce n'était pas le cas. Mais dans les années 50, ça commence à devenir compliqué. On doit commencer à optimiser. Donc il y a quand même une science qui commence à se créer, un domaine qui commence à se créer autour des algorithmes pour notamment l'optimisation. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'il y a le début, l'arrivée de cette image comme quoi un programmeur, ce serait un magicien pratiquant une magie noire, un peu comme on nous voit aujourd'hui, hein, on peut le voir dans les films et dans les séries. Bon, on a une capuche noire, par contre, il ne faut pas l'oublier, celle-là. Mais également, avec cette image, vient le stéréotype, le fameux stéréotype, et je suis désolée, c'est le stéréotype de l'homme blanc, chevelu, antisocial, et qui aime bien les chaussettes claquettes. Voilà. Et en fait, même si cette image fait plus partie d'un fantasme que l'on se fait, en fait, hein, du programmeur et de la programmeuse, mais des études dans les années 60 ont montré que les sociétés recherchaient ce profil et ils les engageaient plus facilement. Moi, je sens qu'il y a des gens qui se sont mis en chaussettes claquettes juste pour plaire aux entreprises. Je trouve ça très drôle. Alors, vous pensiez qu'on en avait fini avec Grace ? Non, non, pas du tout, pas du tout. Alors, on est à la fin de la guerre. La guerre est finie. Et Madame Hopper va travailler sur l'Univac, qui était l'ordinateur le plus puissant à ce moment-là. Et c'est quand elle a été mise à la tête d'un certain département. Donc ça y est, elle commence à avoir des responsabilités et de l'importance. Elle a eu l'idée de quelque chose d'assez extraordinaire, hein, qu'on utilise en fait tous les jours. Le A0 système, c'est quoi? C'est un compilateur en fait. La meuf va avoir l'idée du compilateur. Voilà, je ne sais pas si vous voyez le... Enfin, bref, voilà. Moi je divague toujours dessus, mais je trouve ça extraordinaire. Et donc elle va créer son compilateur en 1949. Et en fait, en créant ce compilateur, on voit qu'il y a énormément d'effervescence autour de ça, et il y a beaucoup de marques d'ordinateurs qui commencent à vouloir créer leur propre langage de programmation, leur propre compilateur. Ça part un peu en cacahuète, et en ayant peur de ça, justement, Grace Hopper et d'autres personnes vont se voir, avec notamment les marques, pour essayer d'un peu calmer le jeu et de se dire, ok, venez, on crée un langage que toutes les machines comprennent, où toutes les machines pourront accepter notamment le compilateur. Et c'est comme ça que le fameux Common Business Oriented Language est né, le COBOL. J'adore poser cette question. Qui sait faire du COBOL ici? Waouh! D'habitude, vous êtes toujours l'un à côté de l'autre dans le public. Ça va la vie? Vous allez bien? C'est chouette? Non, je plaisante, je vous taquine. Je rêve d'apprendre le COBOL. Je sais pas, voilà. Les gens me trouvent bizarre. Oui, non, voilà, non, mais si, je t'inquiète pas, ce sera fait. Mais donc, voilà, encore une fois, quelque chose d'extraordinaire. Et Grace Hopper est notamment une personne connue pour avoir beaucoup participé à la création de ce langage. Alors, vous devez vous dire pourquoi est-ce qu'elle a affiché en gros et en gras qu'elle est connue comme étant la reine du software. Eh bien, elle n'a pas seulement inventé le compilateur. Elle s'est dit, ben en fait, au lieu de devoir descendre, aller dans la librairie d'en face, prendre un petit cahier, acheter un petit fascicule, revenir, retaper tout le programme, ben venez, on crée les logiciels. Venez, on crée une portabilité des logiciels, en fait. Ce serait pas trop cool, non? Pour nous, c'est tellement normal aujourd'hui d'aller sur Internet, de taper ce que vous voulez, genre Firefox, parce que tu n'as pas envie de Edge ou de Google Chrome, pour le télécharger, et tu as directement le fichier, tu l'installes, c'est bon, il y a une mise à jour, hop, tu cliques sur un bouton, c'est fait. Avant, ce n'était pas le cas.
Fallait à chaque fois, dès qu'il y avait une update, dès qu'il y avait une mise à jour, fallait racheter le fascicule, revenir chez soi, retaper le code. Bon, encore heureux, ils n'avaient pas un Word aussi avancé que nous, par exemple, tu vois, mais je trouve ça incroyable. Et l'autre anecdote aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui donnent la création du mot bug à Grace, alors qu'elle-même dit que c'était pas elle, mais en fait elle était responsable d'une des personnes qui a décidé d'appeler le bug parce qu'elle a été témoin du fait qu'on ait retrouvé un insecte coincé dans le Mark III, si je dis pas de bêtises, ou le 2, je ne sais. Il y a eu une trilogie du Mark, je suis un peu perdue. Alors, j'aimerais que vous regardiez un peu ce petit graphique. Il y a ma souris au milieu, il n'y a personne qui me l'a dit, je suis désolée. Ah non, c'est un screenshot ? Non, non, ok, non, j'ai eu peur d'y... Ça fait 2 ans. Hein, on peut voir ici, en fait, c'est un graphique qui va représenter le pourcentage de femmes qui ont été diplômées dans différents domaines. On a en médecine, en droit, en physique, et en rouge, nous avons en sciences de l'informatique. Alors, ces données viennent d'Amérique, même si elles sont très similaires en Europe également. Mais elles ne le sont pas dans d'autres continents, mais ça, ce sera pour un autre jour. Et on peut clairement remarquer qu'il y a une sorte de brisure, de cassure, on va rester avec cassure, entre 1980 et 1985. Ce que j'aime bien appeler la rupture entre les femmes et l'informatique. Alors, pourquoi ? Quelle est la raison ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui fait que ? Il y en a beaucoup. Il y a énormément de raisons et c'est toujours très intéressant parce qu'en fait, à chaque fois, quand je donne cette conférence, il y a plein de gens qui viennent après pour en discuter. Donc, n'hésitez pas, je suis toujours ouverte si vous avez des idées ou vous vous posez des questions par rapport à ça, même si moi, je ne sais pas tout, évidemment. Mais il y a un facteur qui m'intéresse beaucoup et c'est l'arrivée du PC, de l'ordinateur portable en 1981. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'avant le PC, tous les élèves qui venaient de finir le bac, donc qui venaient d'avoir leur CESS pour les Belges, et qui allaient rentrer à l'université, personne quasiment avait vu un ordinateur ou touché un ordinateur, parce que c'était rare et ça coûtait cher. Tout le monde était plus ou moins sur un pied d'égalité. Or, ici, avec l'arrivée du PC, eh ben, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça non plus. Il faut savoir que quand un foyer achetait un PC, il était souvent mis dans la chambre du garçon avec le papa derrière en mode ouais coach, vas-y, touche l'ordinateur, utilise-le. Ou alors pour lui apprendre l'informatique, parce que peut-être que le papa savait un peu coder. Donc c'était un peu compliqué pour les filles d'accéder déjà à l'ordinateur et surtout de ce qu'elles voyaient et de ce qu'elles comprenaient, bah, c'était pas forcément pour elles du coup. Et il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est notamment le marketing, les pubs. Les pubs ont un impact extrêmement fort, extrêmement important sur notre société et c'est notamment la même chose dans le domaine du jeu vidéo. Je vais vous montrer ici des pubs des premiers PC. Donc ici on a un papa et son garçon. Ici on a un homme. Ici on a un homme et des garçons. Ici on a un mec en vacances. Il est sympa le petit jus d'orange moi je trouve. Il y a des femmes mais elles sont très loin derrière. Ici on a un homme et un garçon. Ici, on a un homme. Oh, on a des femmes, mais à côté, qui sourient. Très important, le sourire. Ou alors, on était là, mais on est derrière l'ordinateur. Très important. Parce qu'on ne sait pas se mettre devant un ordinateur. Le plus drôle, je l'oublie à chaque fois de le mettre, c'est qu'ils ont quand même réussi à inventer un ordinateur plan de travail de cuisine. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'on sait faire 2 choses en même temps. Écoutez, on nous a bien drillé, c'est bien. Donc voilà. Pour changer de sujet, donc c'est en gros pour moi c'est un des facteurs que je trouve le plus important et que en fait je trouve qui va bien avec ce que je raconte parce que je parle beaucoup de représentation en fait à travers ce talk même si c'était pas forcément dit au début et je trouve que ces pubs et vous avez de la chance j'ai pas mis des pubs Windev. Je trouve que c'est aussi quelque chose de très important. Faites attention aux représentations que vous mettez dans votre communication. Et en fait, aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment nécessaire de toujours vouloir mettre des personnes humaines sur de la communication surtout ? Parce que oui, aujourd'hui, c'est compliqué d'être hyper divers, d'avoir beaucoup de diversité et d'inclure tout le monde. Est-ce qu'au final, est-ce qu'on a vraiment besoin de voir la tronche de Jean-Claude en vacances avec son jus de pomme, son jus d'orange? Non, pas forcément. Pardon pour Jean-Claude. Je laisse à des Jean-Claude dans la... Pardon, ça a été le premier nom qui m'est venu.
Mais du coup, on continue notre histoire, et à un moment, je me suis dit, qu'en est-il de l'intelligence artificielle? Parce qu'aujourd'hui, on entend parler de ChatGPT tous les jours. J'en ai marre. Et donc, j'ai décidé d'un peu chercher quelles sont les femmes qui ont beaucoup aidé dans la naissance de l'intelligence informatique. Et j'ai trouvé 2 femmes, Alice Recoq, qui est française, mais également Karen Spark-Jones. Alors, Karen Spark-Jones, c'est une scientifique et chercheuse en informatique, et elle a notamment beaucoup travaillé sur le traitement du langage naturel, ou NLP. Est-ce que tout le monde sait plus ou moins ce qu'est le NLP ou... Donc en gros, une langue naturelle, c'est une langue que nous, les humains, parlons, français, anglais, néerlandais. Et en gros, le NLP, le domaine du NLP, est d'essayer de faire comprendre à une machine notre langue, comme on peut le voir aujourd'hui avec ChatGPT. Donc c'est un peu la base des intelligences artificielles génératives que l'on a aujourd'hui. Et elle est également la personne qui a développé la méthode TF-IDF, donc Term Frequency Inverse Document Frequency, qui est d'ailleurs toujours utilisée aujourd'hui par les moteurs de recherche, sauf si Google décide de tout casser en mettant son truc d'IA là. Et c'est une méthode, attention, écoutez les news, hein. C'est une méthode qui permet de mesurer l'importance d'un mot-clé dans un texte. Donc c'est d'ailleurs aussi une méthode très importante si vous faites du SEO. Alors, elle a également publié un article en 1962, si je ne dis pas de bêtises, qui est un des documents considérés comme fondateur du domaine du NLP. Et même si ses idées n'étaient pas très appréciées au début, aujourd'hui, elle inspire beaucoup de gens. Elle a été mentor d'une génération de chercheurs et de chercheuses. Et c'est elle qui a eu le courage je l'ai qu'en anglais, coin the slogan « Computing is too important to be left to men ». Voilà, je suis désolée. Hein. Je sais que je me fais des ennemis en disant ça, mais c'est incroyable. Je trouve ça fou. Donc merci Karen pour cette intervention, évidemment. Si on continue, on a aussi le domaine des hackers, la cybersécurité. Et il semblerait qu'il y ait une volonté de progression dans la philosophie, dans l'éthique du hacker. Effectivement, il faut uniquement juger leur travail et pas leur personne. Donc âge, genre, milieu social, orientation sexuelle, couleur de peau, on s'en fout. C'est juste vraiment le travail qui est très important. Et on le voit un peu dans cette culture, hein. Tout le monde est un peu anonyme, ce sont toujours des avatars très très rigolos. Et vraiment le but ici, c'est vraiment de voir le travail qui est fait. J'ai eu le bonheur, c'est le moment le plus drôle, hein, soyez attentifs, et pourtant c'est pas moi qui parle, je ne vais pas parler à ce moment-là. J'ai eu le bonheur de taper sur internet les femmes, les hackeuses les plus connues au monde. Traduction on point, hein. Traduction incroyable. Les 10 plus belles hackeuses du monde qui te font chaud. Voilà. Très très intéressant. Donc même si on voit une volonté de progression dans ce domaine, c'est quand même quelque chose, les femmes qui sont dans ce milieu-là restent très fort objectifiées et fantasmées dans la société actuelle. Et d'ailleurs, si on remarque dans les films et les séries, il y a 2 choix. Soit elle est punk et lesbienne, soit elle est comme sur la photo, quoi. Voilà, on n'a pas d'entre-deux, toujours très très rigolo. Dans ce domaine, j'aimerais mettre en avant Joanna Rutkowska, donc, qui est une experte en cybersécurité polonaise et qui est très connue pour sa recherche sur la sécurité à bas niveau et ses rootkits. Petite anecdote, parce que je sais qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, mais petite anecdote très très drôle. Un jour, j'ai donné ce talk et il y a quelqu'un qui est venu, un homme, qui est venu me voir et qui m'a dit « Je connais Joanna, je l'ai déjà vue ». C'est vrai. Bon, moi, j'étais trop contente. J'ai là, on va pouvoir gratter peut-être un petit email ou quoi, ce sera incroyable. Il m'a dit, elle était vraiment pas sympa. D'accord. Et il a rajouté, parce qu'il n'avait pas fini, je vais pas couper la parole, il m'a dit, y a plein d'autres femmes qui seraient beaucoup plus légitimes d'être dans ton talk. Donc tu es en train de dire à une meuf qui a préparé un truc sur les femmes, et toi tu... Bon bref, pardon, moi c'était lunaire, moi j'ai souri, j'étais là, ouais. Et j'ai surtout pensé en fait, par exemple à Steve Jobs.
Steve Jobs, un personnage insupportable, on a dit apparemment qu'il aurait volé pas mal de travail de gens, il traitait très mal ses employés, pourtant il y a plein de films, il y a plein de livres sur lui. Voilà. Donc, je la laisse dans la conférence, mais sachez que si vous la croisez un jour, peut-être qu'elle ne va pas sourire. En attendant, voilà, j'ai quand même fait un entre-deux. Je vous mets 2 autres personnes qui sont également vivantes aussi, hein, elles sont rares dans la conférence. Mélanie Ribach et Patty Mas, qui est belge et qui sont très reconnues dans la communauté en cybersécurité. Conclusion, presque fini. Alors, je pourrais vous parler de ça des heures et des heures. La preuve, j'en ai fait une partie 2 et il se peut qu'il y ait une partie 3 qui arrive aussi. Mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui, hein, pour l'instant on le voit, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, des actions, des organisations, des événements pour essayer d'avoir plus de diversité dans l'informatique et notamment par rapport aux femmes. Et cette conférence en fait partie. Mon but, c'est de donner des représentations, de pouvoir donner des rôles modèles, parce que c'est ce qui manque en fait aujourd'hui aux jeunes femmes, aux jeunes filles, et même aux femmes, peu importe l'âge, pour pouvoir s'imaginer entrer dans ce domaine. Il faut savoir que moi-même, en fait, je n'ai pas su... En fait, j'ai imaginé être dans l'informatique à 18 ans, 2 mois avant de m'inscrire à l'université. Pas dans le sens où je me disais « Ah, je peux pas y aller, je suis pas capable ». Non, non, c'était pas une option, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de représentation, et donc ça veut dire que c'est une option qui ne vient pas forcément en tête. Et c'est pour ça, du coup, que c'est important, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse de pouvoir donner cette conférence un peu partout. En parlant de rôle modèle, moi, voici mon rôle modèle, une autre femme dans l'informatique, Aurélie Jean, qui est physicienne numéricienne, je ne sais jamais comment vraiment comment la présenter, elle fait de la physique, mais de l'intelligence artificielle en même temps, elle est extraordinaire, elle a écrit des livres si ça vous intéresse, notamment sur les biais dans l'intelligence artificielle, c'est extrêmement intéressant. Et c'est cette personne aussi qui m'a beaucoup aidée dans le fait que je me sois lancée par exemple sur les réseaux sociaux, sur l'informatique. Elle m'a beaucoup aidée. Donc, pour les personnes, pour vous ici, qui êtes ici et qui écoutez patiemment ce long discours, j'espère que vous sauriez retenir au moins 2 noms que vous avez pu voir ici. Et vous avez des femmes autour de vous, vous avez des filles autour de vous, vous avez des filles, des sœurs, des cousines, des nièces, des tantes, des élèves, des amis. N'hésitez pas à aller raconter une anecdote de ce que vous avez entendu aujourd'hui, à propager le mot, à raconter une histoire qui vous a plu, à aller vous renseigner, à partager sur vos réseaux si vous-même vous êtes sur les réseaux sociaux. Parce que c'est comme ça qu'on va petit à petit pouvoir un peu redonner une visibilité aux femmes sans vouloir forcément écraser celle des autres, évidemment. Donc les 3 mots que j'aime bien dire, c'est narrer, encourager et propager pour que aujourd'hui les jeunes filles, même c'est pas le but qu'elles deviennent informaticiennes, c'est juste qu'elles aient l'option dans leur tête si elles en ont envie. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute et c'est tout pour moi. Ça fait 2 ans, je n'ai toujours pas de slide pour demander si vous avez des questions. N'hésitez pas, évidemment. Non. Alors, merci beaucoup. J'espère qu'on m'entend. Merci beaucoup, Laura. Alors, pour rappel, la session est enregistrée, donc les questions vont l'être aussi. Donc, si vous ne voulez pas être entendu ou vu sur les vidéos, n'hésitez pas à attendre la fin de la séance et à poser vos questions à Laura en dehors tout à l'heure pendant la pause. Voilà. Y a-t-il des questions ? Est-ce que vous savez à partir de quand on a arrêté de reprendre le diplôme des femmes quand elles étaient mariées ? À quel moment ça a changé ? C'est une très bonne question. J'avoue que je ne sais pas du tout. C'est pas quelque chose que j'ai recherché ou qui m'a frappé en tout cas. Ça doit être début 20e siècle, hein, je dirais. Je saurais pas du tout dire. C'est une bonne question, j'irai voir en tout cas. Ah, c'est que ChatGPT ? Allez, 2010.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein. Je sais que j'ai fait des blagues sur les personnes qui venaient me voir après les talks, mais vous inquiétez pas, c'était une personne sur 400, donc il n'y a aucun souci. Ah, on a une question. Merci pour cette présentation. J'ai vu que vous aviez plein de réseaux sociaux, mais est-ce que vous avez une chaîne YouTube pour présenter? Parce que je pense que vous méritez une chaîne YouTube. Merci, c'est gentil. Mais pour la petite anecdote, moi de base, je voulais me lancer sur YouTube pour avoir une petite vitrine parce que c'est un peu mon rêve de donner des conférences. Donc, je me suis dit, ouais, je vais faire YouTube et un peu du Twitch à côté. Puis un jour, j'ai acheté une caméra à Colruyt, j'ai lancé un stream et finalement, j'ai jamais posté de vidéo YouTube. Donc, il faut que je le fasse. J'en ai une, mais elle n'est pas très active. C'est le même nom que sur Twitch, du coup. D'autres questions? N'hésitez pas. Vu qu'on parlait de ChatGPT et des biais, je ne sais pas si vous avez des anecdotes justement qui mettent plus en valeur, en avant des personnalités masculines que féminines liées à l'informatique. Je ne sais pas si vous avez des anecdotes concernant ce sujet-là ou quelque chose à raconter. Alors moi personnellement, j'ai pas vraiment d'anecdote, même si voilà, il y a beaucoup de gens qui font des recherches là-dessus et qui montrent que effectivement, les femmes vont être moins mises en avant. Les femmes qui créent du contenu sont moins mises en avant que, par exemple, que les hommes, et particulièrement dans l'informatique. Moi, de ce que je vois, à chaque fois, je les découvre par hasard sur Instagram ou TikTok, mais c'est vraiment par hasard. Et c'est vrai que j'avais déjà posé la question pour avoir des créatrices de contenu à des intelligences artificielles. Et c'est vrai que ça ne m'a... Mais même si on va voir sur Google en général, hein, même sur Google, elles sont moins bien référencées. Donc, est-ce que c'est vraiment du SEO? Qu'est-ce qui se passe derrière? On ne sait pas. Bon, on devient parano à la fin, mais on évite. Mais voilà. Moi, je ne sais pas trop. J'ai pas d'anecdote en soi. Ouais, ce que je veux dire aussi, c'est que c'est peut-être aussi un vecteur d'accélération de cette invisibilisation des femmes, l'utilisation d'outils comme ChatGPT ou Oui. Oui, c'est vrai qu'on venait de parler des réseaux sociaux, donc je suis restée là-dessus. Mais c'est sûr que quand j'ai dû faire mes recherches pour trouver toutes ces petites femmes, c'était compliqué, ouais. Notamment, ce qui est compliqué aussi, c'est que Wikipédia francophone n'aide pas du tout. Wikipédia francophone met énormément de barrières pour avoir des pages. Et si vous allez voir la page l'histoire de l'informatique à travers des femmes, les femmes dans l'informatique plutôt de Wikipédia, il va y avoir beaucoup de noms rouges. Alors que dans le Wikipédia anglais, ça va être différent. Par exemple, il y a une femme qui a inventé le TCP. Non, c'est pas TCP. Waouh, je divague. Le STP, donc le protocole qui a permis notamment la création d'Internet. Je ne sais plus. Je pense qu'elle n'apparaît pas dans le Wikipédia francophone sur l'Internet. La femme qui a permis aussi à ARPANET de continuer et de grandir, elle n'est pas sur la page ARPANET du Wikipédia francophone alors qu'elle l'est sur l'anglophone. Et Wikipédia reste malheureusement un gros point central de référencement, en tout cas par rapport aux personnes dans l'histoire, en tout cas quand on fait des recherches sur Google. Mais oui, il m'a déjà lâché des dingueries sur les femmes dans l'histoire de l'informatique. Je ne me souviens plus quoi, mais j'ai très vite arrêté, quoi. Encore une petite intervention. Alors, je suis désolé, c'était pas exactement une question, c'est juste que j'avais une anecdote pour le. Ah oui, bah vas-y. Il y a quelques années, il y a eu une IA pour le recrutement, pour faire un premier tri dans les CV. C'était Amazon. Oui, Amazon en Afrique du Nord. Et il n'y avait pas eu le tri sur le genre dans les CV, et donc l'IA a dégagé toutes les femmes quasiment immédiatement. Je suis sur Twitch, hein, donc je suis pas mieux. Ça appartient à Amazon pour l'anecdote. Bon, et bien voilà. S'il n'y a plus d'autres questions, on va encore une nouvelle fois applaudir et remercier Laura. Merci beaucoup.